Et ce matin, on parle rugby, bien sûr, et de cette équipe de France, cette Coupe du Monde, avec nos invités, avec François Trio. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Cécile, pardon. Daniel Herrero, bonjour Daniel. Cécile, bonjour, ami de Sud Radio, bonjour. J'adore Daniel. Et puis Richard Esco, que j'adore. Mais si, mais je vous adore tous individuellement et collectivement. À des degrés divers. Qui est journaliste à l'équipe et qui est un vrai spécialiste. On en parlait avec lui hier avec dans son blog. Cette question, Coupe du Monde du rugby, est-ce que la France peut gagner contre l'Argentine? C'est une vraie question. Pour l'instant, vous êtes assez mitigé. 52% dire oui quand même. Ouais. Ça a commencé avec le non et le oui pour l'instant devance un peu François Trio. Oui, mais c'est Daniel qui a tweeté, hein. Ça c'est sûr. Il ne faut pas désespérer Billancourt. François Trio. Donc, oui, moi je fais partie du clan des oui. C'est ça. Voilà, c'est pas rationnel. Il y a sans doute un peu de cœur et d'affect dans ça, mais j'y crois parce que je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué et puis voilà, il faut pas non plus, on va dire, surestimer l'adversaire. Ça fait, je crois, sur les 6 dernières rencontres qu'on a joué, les Argentins, on les a battus 4 fois. On reste quand même sur une bonne série face à eux, et je pense qu'en termes physiques, on sera à peu près au même niveau au début de la compétition. Donc pour moi, oui, nous allons battre les Argentins. Daniel, je ne donnerai pas le score parce que ça, je préfère le garder pour ma famille. Daniel Richard. Moi, je fais partie du clan des oui, mais, tu vois. En même temps. Non, j'ose penser faire partie du clan des compétents, entre guillemets. C'est-à-dire, si j'analyse un peu objectivement les parcours de ces deux collectifs, de ces deux équipes, il semble que les Français, quand même, n'ont pas montré les assurances nécessaires pour qu'aujourd'hui on atteste qu'ils soient favoris contre l'Argentine. Ça fait quelque temps qu'ils nous font plutôt bailler que ce qui nous réjouissent. Ça fait quelque temps qu'ils sont plutôt piètres en termes de performance plutôt que cueillir des étoiles. Donc, en l'occurrence, on n'est pas certain quand même que cette équipe de France va se présenter là avec tous les attributs indispensables pour être sûr de gagner l'Argentine. Il reste aussi que l'adversaire qui nous est opposé, il ne nous craint pas. 2, il est toujours sauvageon et extrêmement, transcendé sur le plan des solidarités, qui fait que incontestablement sera un adversaire difficile, mais je crois quand même qu'il y a un potentiel dans cette équipe de France qui pourrait se révéler. Moi j'ai hâte d'écouter Richard Esco. Écoutez, c'est formidable, vous avez invité un oui mais et un non. Non, parce que objectivement, quand on présente une deuxième ligne qui n'a jamais joué ensemble, a priori avec un flanqueur qui joue deuxième ligne, une troisième ligne, on sait l'importance de la troisième ligne, je vais me répéter un petit peu, mais cette composition d'équipe, un ouvreur qui joue centre en club, enfin bref, franchement, au moment où ce match-là, qui est le plus important du 15 de France, se présente, nous n'avons aucune certitude. On a l'impression que c'est du bricolage, ça a été fait au dernier moment, face à une équipe d'Argentine qui, elle, est composée de 13 joueurs qui font partie de cette province, les Jaguares, qui ont été en finale du Super Rugby. Comment vous voulez opposer à une équipe cohérente et relativement forte, puisqu'elle l'a prouvé, une bande de joueurs qui s'agrègent au dernier moment? Moi, franchement, je trouve ça très dommageable et ça n'augure de rien. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au rugby et qui nous écoute, c'est quoi les faiblesses finalement des Français et quelles sont les faiblesses des Argentins dans un langage plutôt vulgarisé? Bien sûr, mais comme nous le faisons bien sûr chaque week-end sur Sud Radio de 15h à 18h, de 16h à 19h. Juste pour moi, les atouts, c'est sa fraîcheur. Et c'est un peu le vent nouveau qui a soufflé depuis l'arrivée de Fabien Galtier dans le staff et l'appel de nouveaux joueurs comme Romain Ntamak, même s'il était là dans le tournoi, ou Antoine Dupont, qui ont pris quand même une autre dimension. C'est Charles Olivon aussi qui fait son retour. Je trouve qu'il y a des atouts de ce point de vue-là, il y a une forme de jeunesse et donc ça pour moi c'est le point principal. Après, on va dire le versant qui peut être de ça, un inconvénient aussi, la jeunesse. L'inconvénient, c'est que c'est le manque d'expérience et le manque de vécu commun et la friabilité, on va dire, sur les derniers rendez-vous depuis les 4 dernières saisons. Ça fait un peu long. Ça sont les réserves de Daniel, quoi, justement, non? Oui, tout à fait. Chaque fois qu'il y a du flamboyant ou du pétillant, moi j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir de la performance. On voit que dans ce 15 de France qui va se présenter demain, il y a 3 ou 4 ou 5 peut-être joueurs qui sont des nouveaux à ce niveau-là, qui sont titulaires d'une incontestable jeunesse. Supposons que derrière la jeunesse, il y a de l'appétit. Supposons que derrière l'appétit, il y a un peu du goût à la prise de risque. Bon, ça semblerait être un champ d'espoir. On pense à Antoine Dupont, on pense à Ntamak, on pense bien sûr à Fabien Penaud, on pense sans aucun doute aussi
peut-être, je sais pas, Arthur Ituria. Bon, ça c'est l'atout numéro 1. Après, François disait, oui, mais quand même, l'apport d'un nouveau coach, d'un coach dans la troupe des coachs. Ah oui, alors ça c'est... semblerait montrer qu'il y a quelque chose de nouveau. À la sortie, on peut penser aussi, et c'est probablement l'hypothèse dominante, que le conglomérat ne fait pas une uniformité. Oui. Non, mais et ça, même c'est vrai, que peut-être les luttes de c'est pouvoir... compliqué. On ne sait pas qui dirige d'ailleurs précisément cette équipe de France. Peut-être qu'eux-mêmes le savent pas, peut-être. Oui, c'est ça. Pour les auditeurs qui connaissent pas forcément bien les arcanes en fait du rugby, bon, il y a un président de la Fédé, il faut dire, qui est déjà aussi très impliqué, bien souvent, Bernard Laporte, il faut dire les choses. Il y a un entraîneur qui s'appelle Jacques Brunel. Oui. Et puis on a recruté en fait quelqu'un, Fabien Galtier, qui est quand même assez connu, mais on sait pas pourquoi faire, parce que c'est le futur, mais il est là. Qu'est-ce qui est Richard Esco ? Écoutez, c'est un peu comme si vous, d'un seul coup, débarquez un couple d'animateurs à côté de vous et vous direz, voilà, c'est nous qui sommes les prochains, donc on vient bosser avec vous, on vient vous expliquer un petit peu. Non, parce que Fabien Galtier ne regarde pas. C'est-à-dire que Fabien Galtier s'implique, et on voit bien, comme disait François, que sa patte, elle est prégnante. Olivon, Uturia, peut-être que Penaud à l'ouverture. C'est sa patte. Alors, les faiblesses... Et Ntamak. Les faiblesses... à l'ouverture. Tu vois, regarde, c'est ma génération. Vous savez quoi on les attend, nous les deux animateurs qui vont nous remplacer. Bougez pas, on va s'occuper de vous. On continue dans un instant, 9h28. Continuez de voter sur les réseaux sociaux et dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont les faiblesses des Français et peut-être les atouts des Argentins. On en reparlera avec 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h31 à la veille du match qui va opposer la France à l'Argentine dans cette Coupe du Monde au Japon de rugby. Eh bien, on en parle avec nos invités. Et puis surtout, vous continuez de voter. La France peut-elle gagner contre l'Argentine ? Pour l'instant, vous êtes 52% à nous dire que... Toujours. On est bien. Elle peut gagner. Elle peut gagner. Et justement, vous faites bien de la ramener, Richard Esco. Vous êtes plutôt à dire que la France ne va pas gagner, mais même si elle peut gagner, effectivement. Oui. Et c'est quoi ? Et ils ont quoi de plus que nous, les Argentins ? D'abord, ils ont ce qu'on appelle la grinta. Nous, on a loin derrière nous le French flair qu'on a un petit peu oublié. Eux, ils ont la grinta. Mon épouse est argentine, donc je connais un peu les Argentins. Je peux vous dire une chose, c'est que quand ils ont des... je peux vous dire une chose, c'est quand la force mentale qu'ils ont, une force mentale multipliée par 15, et au-delà de ça, quand ils portent le maillot, c'est-à-dire qu'ils jouent pour quelque chose, ils savent pourquoi ils jouent. Pourquoi ils jouent. Moi, ce qui me fascine chez les Argentins, c'est cette dureté mentale, c'est cette idée qu'ils ont que le rugby qu'ils pratiquent est supérieur à l'addition des joueurs sur le terrain. C'est la grinta, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous mordre, de vous attaquer, alors que nous, cette force mentale-là, on n'en dispose pas. Moi, ma femme est française, et attention, quand elle est dans les grands rendez-vous, elle est toujours présente. Donc vraiment, on est trop gentleman alors face à ça, Daniel ? Non, j'ai trop connu de gens de France, y compris dans ma famille proche, tu vois, qui enfilant le maillot avec le coq, se transcendent, vont donner le cœur et l'âme, tu vois, à la fois à la mémoire du jeu, à la mémoire des hommes qui ont porté le maillot et à la gloire de France. Je sais pas, ça me paraît un peu excessif comme formulation, mais ça existe. Il semble que l'Argentin soit titulaire. Alors la grinta, c'est un mot qui va définir quoi ? Qui va définir une agressivité transcendée le jour J, qui va définir comme ça une espèce de solidarité, d'abrazo fuerte, tu vois, c'est-à-dire quand je te serre dans mon cœur, je te donne toute mon âme, tu vois, ça va définir quoi ? Ça va définir que le jour où j'enfile ce maillot, je deviens sauvageon, je laisse un peu mon cerveau au vestiaire, et que tout va se passer autour de l'orgueil transcendantal pour que tous les enfants d'Argentine soient fiers de nous. C'est possible. Ils ont ça et ils l'ont en propre, honnêtement. Alors après, malgré tout, on signalait que cette équipe d'Argentine, tu vois, elle a des performances correctes, mais si on l'analyse, en termes de talent d'homme, construction de jeu et même stratégie générale depuis 3 ou 4 ans, en rien, on ne peut penser qu'elle est supérieure au 15 de France. En rien. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi, Daniel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un seul joueur dont on pourrait dire qu'il est franchement meilleur qu'un des nôtres poste à poste. En l'occurrence, ce qui voudrait dire que où se ferait la différence sur l'orgueil et sur la générosité, ça, tu vois, on peut pas l'envisager. Moi, Daniel, je l'envisage parce que quand tu les as vus jouer dans le Four Nation avec un jeu direct, un jeu axial, quand ils vont chercher sur la zone du 10, et là, ce matin, Mario Ledesma a définitivement pisté la zone du 10, c'est-à-dire celle de Romain Ntamak, pour aller jouer. Quand ils ont ce jeu direct, qu'ils sont capables de faire douter à la fois les Australiens, mais il va pleuvoir. Non, mais si c'est mais oui, mais c'est important. Les conditions météo. Et puis il n'y a pas que le 10 chez les Argentins, il faut savoir. Non, c'est juste une petite... Moi, je vous propose d'aller au standard. Exactement, au standard de Sud Radio avec Christian qui nous appelle d'Anglette. Bonjour Christian, vous allez mettre tout le monde d'accord. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bienvenue sur Sud Radio.
c'est vivant, hein, le rugby. Oh là, oui. Ah oui, de grands enfants. On vous écoute. Vous allez me dire, moi je suis dans le FIES, hein, donc il n'y a pas de oui. C'est ça. Anglette. Ah ben oui. Alors moi je pense qu'il faut prendre le proverbe quand on dit que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait la meilleure soupe. Ben, je pense que c'est avec les nouvelles carottes qu'on fait la meilleure jardinière. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Je pense que les jeunes, il faut leur laisser cette chance. Je pense que cette équipe de rugby peut faire quelque chose en les regardant. Il n'y a qu'un truc qui m'inquiète un petit peu dans cette équipe, et je pense que les spécialistes peuvent en parler, c'est le déblayage. Je trouve qu'on est hyper mauvais dans le déblayage, et si on avait un effort là-dessus, on perdrait un petit peu moins de ballons. Et je pense qu'on peut effectivement battre l'Argentine en étant transcendé, parce que justement, on joue contre une équipe très très forte. C'est pas comme au football, vous voyez, on ne leur trouve pas des équipes de bras cassés pour pouvoir se qualifier. Là, on a trouvé... Les footballeurs vous embrassent, hein, bien sûr, Christian. Les footballeurs... Vous avez raison, hein, Christian, hein, sur les zones de ruck notamment. Alors, on explique les déblayements pour les auditeurs qui ne comprennent pas. Le déblayage, c'est quand on arrive dans la zone de plaquage et donc se crée un regroupement, une mêlée ouverte, comme on disait jadis à l'époque de Daniel. Non, je plaisante. C'est mais vous ferez une petite réponse. Non, mais c'est vrai que souvent on consomme beaucoup de joueurs, on est un peu moins habile que les adversaires. Et dans ce sens, peut-être que les Argentins auront un atout. Mais peut-être aussi qu'on a mis une troisième ligne assez aérienne avec Olivon, avec Ituria en 4, avec ou peut-être pour essayer aussi de ne pas aller dans cette zone de jeu-là, être un peu plus aérien. Je ne sais pas s'il n'y a pas un plan de jeu parfait. Le rugby, non, ça se joue beaucoup aussi dans le déblaiement, dans les rucks, non, aujourd'hui. Le déblayage, c'est un concept qui signifie un nettoyage à un moment où il peut y avoir quelque chose de souillé. Le plaquage est un arrêt du jeu. Il y a des gens qui viennent de part et d'autre essayer ou de récupérer la balle ou d'en ralentir la sortie. Et il y a des gens qui viennent un peu épurer tout ça pour que... Et nous, on n'est pas bon là-dessus. Nous, on est relativement corrects. Simplement, il semble qu'il y a quelques adversaires qui nous sont un peu supérieurs. Alors, le déblayage, ça va sous-tendre deux choses. Un, arriver vite sur le point d'arrêt. Il faut arriver vite. Et les Français, par exemple, demain, contre l'Argentine, ont composé une équipe qui devrait pouvoir être rapide sur les points d'intervention. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus que, on ne parle pas ni des troisièmes lignes, des secondes lignes. On parle d'un bloc de joueurs qui se déplacent assez vite. Souvent, ils sont autour de là, qui devraient arriver très rapidement sur les points de fixation et en même temps, qui pouvaient, deuxième paramètre de la réussite d'un déblayage, générer beaucoup d'énergie. Le déblayage est aussi un gros comportement d'agressivité. Avec le troisième idée, que si un déblayage est propre, si la balle sort plutôt rapidement, les hommes offensifs, c'est-à-dire les joueurs de la construction offensive, toute cette palanquée de jeunes morts de faim et sauvageons, cela pourrait trouver expression. En l'occurrence, le collègue a quand même raison, si le déblayage, si les joueurs français dans cette zone-là prennent l'ascendant, sans doute, le match sera à l'avantage du Québec. Et du côté des Argentins, vous en parlez tout à l'heure, Richard, l'homme dont il faut se méfier. Moi, j'aime bien le demi d'ouverture Sanchez, le troisième ligne Matera, qui rejoindra le Stade français, mais c'est plus un collectif. Il n'y a pas ces individualités qu'on trouvait en 2007 avec Pichot, Hernandez, Corletto, des véritables génies du jeu. Là, c'est plutôt un collectif. Et quand j'ai écouté parler Daniel, j'ai l'impression qu'il me parlait du jeu argentin et du point fort argentin, puisqu'on sait que le jeu au sol, et oui, cette agressivité collective, cette envie de faire mal, de déblayer pour récupérer le ballon, c'est vraiment la patte des Argentins. Et là, nous, on n'a que le pauvre Wenceslas Loré pour pouvoir... Attendez, parce qu'il y a une solidarité sur la radio. Richard attaque Daniel, je suis obligé de réagir tout de suite. Il ne peut pas attaquer Daniel. Non, je ne peux pas. Je peux qu'apporter une remarque. Il peut faire une petite remarque, on lui tolère. François, alors, Non, mais moi, Et on va reprendre Christian, qui est avec nous. Christian, parce que le déblayage, c'est le recette pour une bonne jardinière. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est les clés de l'agressivité. Et on sera là, on sera au rendez-vous, parce que c'est ce premier match et une préparation pendant 2 mois. Le staff, il est de briques et de broc. C'est ce que dit Richard. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est des hommes qui se connaissent depuis 20 ans. Ils ont été capables de se compléter, de s'unir pour la cause qui est cette Coupe du Monde. Et oui, c'est un match. On n'a jamais eu un match aussi dur en premier match de Coupe du Monde. Mais je pense que les Français seront là parce que c'est un match éliminatoire et c'est dans notre culture. Est-ce qu'on peut dire pourquoi il est dur ? Parce qu'on a eu un match dur comme ça en 2007. Il est dur parce que nous avons l'Angleterre aussi dans la poule. Et le perdant du match de demain
est à peu près certain de rentrer chez lui. Voilà. Puisqu'il y a 2 places de qualifiés et il y a 3 équipes qui peuvent y accéder. Non, c'est pas si vrai non plus. Hein. Grosso modo, une poule de 5, ça fait 4 adversaires. Nous, il y a 3 nations. Voilà, la France, l'Argentine et l'Angleterre. Il reste qu'il faut gagner 3 matchs probablement pour se qualifier. Si la France perd demain, elle peut encore gagner les 3 suivants. Mais dans les 3 suivants, il faudrait que l'Argentine batte l'Angleterre. Laissez-moi finir. Ou que la France batte l'Angleterre. Voilà, tout le monde voit arriver l'Anglais à l'horizon. Non, parce qu'au classement, ce que je voudrais dire, c'est qu'en cas d'égalité, le vainqueur du match France-Argentine est qualifié. Christian est toujours avec nous en Angleterre. Est-ce que vous avez entendu les arguments des uns et des autres? Tout à fait. Oui, je souhaite de bonnes vacances à l'Argentine, en fait. Pas mal. C'est un bon résumé. Pas mal. Et quoi, vous pronostiquez quoi comme score? Oh, je sais pas, c'est très difficile au rugby de donner du score. Allez-y. Mais au moins combien de points d'écart? Allez, je vais donner pas grand-chose. Je vais donner 3 points d'écart sur un drop. Ah oui, c'est tendu. Sur un drop. C'est tendu. On note. Alors, parmi les armes, vous en avez parlé tout à l'heure, François. Enfin, on a beaucoup parlé des Argentins. Donc il y a cette beaucoup trop, mais ça c'est Richard. Ouais, non, mais quelles sont les armes que les Français, le grand public français ne connaît peut-être pas encore, qui peuvent faire la différence, qui permettraient à l'équipe de France d'y croire en tout cas. Moi, je pense qu'il y a quand même cette volonté aussi de contredire un peu tous les sceptiques, enfin en tout cas de faire mentir les sceptiques. Mais ça c'est bien, mais c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. C'est pas une stratégie. Oui, mais enfin l'état d'esprit. Et après, il y a quand même des joueurs de talent. Et bon, moi, je mets Antoine Dupont qui pour moi et Damien Penaud qui pour moi seront 2 joueurs qui vont marquer la Coupe du Monde. Et qui n'a pas sa place dans l'équipe de France aujourd'hui? Oula. Ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Je peux pas répondre. On peut pas dire. Je préfère l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce potentiel 15 de France qui pourrait donner des espérances de performance ou d'autres performances ou de victoire. Il semble que le 15 de France n'ait pas montré une qualité de construction de jeu très grande depuis longtemps. Mais pourquoi pas maintenant? Mais c'est pas une évidence. Donc c'est pas radicalement dans le jeu, dans l'élaboration du jeu. Mais il reste que on pourrait peut-être penser, et je rejoins un peu François là-dessus, que c'est dans le talent des hommes et non pas dans le talent du jeu collectif. C'est dans le talent des hommes que nous avons quelques ressources. On pense, je sais pas, on reprend encore Antoine Dupont et sans aucun doute aussi Fabien Penaud, qui peut-être à eux seuls sont capables dans un match de rugby de créer une différence. Ma question est cash, mais je vais la reposer à Richard. Pour moi, c'est le capitaine Guillaume Guirado. Je pense que c'est pas le meilleur de talonneur. Personne ne me contredira là-dessus. C'est pas le meilleur talonneur français à l'heure actuelle. C'est peut-être le meilleur capitaine, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas un titulaire indiscutable. On a besoin d'un bon capitaine. Oui, mais enfin, pour moi, il symbolise. Pour moi, le football, quand on fait le parallèle, en 98, c'était pas le meilleur à son poste, mais c'était le capitaine et il y en avait besoin. Enfin, lui, il personnifie la défaite, c'est-à-dire qu'il a le plus mauvais ratio match disputé comme capitaine. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on le voit avant et après le match, on se dit, quand on l'écoute et qu'on le voit. Aussi, vous, il y a un hors-série de l'équipe assez exceptionnel. Il y a beaucoup de suppléments dans l'ensemble des quotidiens régionaux aussi. Et là, vous avez des Bleus qui racontent 8 Coupes du Monde, c'est ça, qui racontent des échecs aussi, malheureusement. Malheureusement, oui. Alors, des belles aventures humaines, quelquefois. Des échecs patents. Mais c'est surtout ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'est pas capable, nous, en France, de se mettre autour d'une table à un moment et de dire, voilà, pourquoi on n'est pas champion du monde? Qu'est-ce qui nous a manqué à chaque fois? Et à chaque fois, il nous manque quelque chose de différent. Donc là, j'attends avec impatience de savoir. C'est quoi, c'est une guerre d'ego? Non, c'est parce que chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, il a l'impression d'avoir inventé le rugby et il met de côté tout ce qui s'est passé avant et il ne fait pas sien les échecs, parce que c'est souvent dans les échecs qu'on apprend le plus. Malheureusement, on n'est pas capable de faire fructifier ça. Bon, écoutez, on va suivre ça, cette Coupe du Monde. On veut quand même y croire, en fait, un peu, parce qu'il y a quelques arguments. François Trio et Daniel Herrero l'ont dit, même s'il y a quelques réserves. Richard Esco n'y croit pas beaucoup, mais sait-on jamais. Il y a les conditions météo qui peuvent jouer, c'est ça, François. Oui, mais ça, c'est votre monsieur météo Delperrier qui vous dit, c'est ça? Non, c'est Rémi André. Rémi André. Ouais. Non, mais les conditions météo peuvent jouer. Il y a cette histoire des typhons, mais a priori, c'est la fin de saison des typhons. Oui. Parce qu'on ça devrait être... Non, mais ça, c'est un petit détail, mais on avait dit que s'il y avait un typhon et qu'un match ne pouvait pas se jouer... Partage des points. Contre les Anglais, Daniel. Non, juste pour dire que si sur le talent des hommes, on n'est pas certain que notre équipe va être vraiment concurrente, on est à peu près certain que la réserve de solidarité dans le cœur de ces joueurs du 15 de France peut être énorme. Que si elle se déclenche, elle peut générer une belle aventure. Bon, vous partirez pas sans chanter Allez les Bleus. Allez les Bleus, allez. Typhon. C'est ça, merci d'avoir été avec nous. Et le dictionnaire amoureux aussi de Daniel Herrero, évidemment. Vous pouvez relire toute la passion du rugby. Merci.